Après l'incident entre les deux Alpines à Monaco, Esteban Ocon s'est pris un déferlement de haine et de toxicité violente sur les réseaux sociaux qui l'a conduit à prendre la parole à ce sujet. Il n'est pas dans le cœur des Hispaniques, toujours très vocaux à son propos à cause de sa relation difficile avec Sergio Pérez puis avec Fernando Alonso. Les Britanniques et le reste du monde ne s'en sont pas privés non plus, et des médias tels que Sky Sports F1 n'ont pas hésité à sortir tout de suite un top 6 des crashs d'Ocon avec ses coéquipiers, ajoutant de l'huile sur le feu déjà bien flamboyant. Par ailleurs, c'est assez drôle de voir des conférences sur le cyberharcèlement et de belles paroles de la FIA quand ni cette dernière, ni Alpine n'a daigné lever le petit doigt, ne serait-ce que pour soutenir son pilote dans cette épreuve-là. Théo Pourchaire, à contrario, a reçu tout autant de haine aux États-Unis en IndyCar et un communiqué conjoint entre McLaren et Juncos a même été fait pour tenter de calmer tout le monde. Comme quoi. Et quelques jours après, on a donc la confirmation de ce que l'on sentait déjà un peu avant Monaco. Il y avait peu de chances que le line-up chez Alpine continue sans changement. Ocon ne pilotera pas une Alpine en 2025. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que le crash de Monaco est à lui seul responsable de cette séparation? Ocon est-il un si mauvais coéquipier comme on le voit passer sur les réseaux sociaux? Quel avenir pour Esteban Ocon? Est-ce que l'on se trompe sur Esteban Ocon? On va justement dégrossir la situation encore une fois sur ce marché des transferts qui n'a pas fini, visiblement. Bon alors j'ai essayé d'être le plus objectif possible, d'être le plus exhaustif possible aussi, mais c'est jamais simple, donc voilà, au moins vous êtes prévenus. Il y a toujours un peu de subjectivité tout le temps, quelque part. C'était un secret de polichinelle. Tout le monde sait que Pierre Gasly et Esteban Ocon ne s'aiment pas. Alors, à quel point, c'est toujours difficile à dire. Au moment de la signature, la narration de l'histoire, c'est qu'ils ont grandi, ils ont mûri, ils sont professionnels, et ils ont un but en commun, emmener l'équipe vers le haut. Bon ok, ça sourit devant les caméras, ça échange quelques petits rires et quelques souvenirs, mais on sent qu'il n'y a effectivement pas la complicité que l'on aurait adoré voir, mais on ne leur demande pas de partir en vacances ensemble, donc ça devrait le faire, tant que c'est juste du travail. Le problème d'Alpine, c'est qu'ils ont pris deux pilotes pour qui battre leur coéquipier est une affaire personnelle. Et ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Car les problèmes vont finir par se retrouver en piste, mais ils vont commencer à l'usine et dans la salle des ingés, peu importe ce qu'on leur dira et à quel point le management sera ferme. Au fur et à mesure de la relation, les tensions vont s'accroître, que ce soit en piste ou en interne. Chaque action a une conséquence et ça va devenir invivable. Qui a les améliorations? Quelle direction prend le développement de la voiture? Comment on fait le meilleur setup? Et surtout, qui on écoute dans l'équipe pour avancer? Et tout devient bien plus politique qu'on ne le pense, car oui, il faut faire avancer l'équipe, mais il faut bien faire attention à ce que l'autre n'avance pas plus vite que moi, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le cas dans toutes les équipes. Il y a toujours un jeu avec les coéquipiers, toujours faire attention à ne pas donner trop d'informations non plus. Voilà, faut tout mettre à plat, mais attention. Et ça, c'est normal quelque part, c'est la compétition d'un sport individuel en équipe, si ça fait un peu sens. Alonso, partout où il y passait, il a tenté de tourner l'équipe vers lui pour avoir le dessus sur son coéquipier. Et la F1 regorge de jeux psychologiques entre coéquipiers depuis la nuit des temps. Sauf que chez Alpine, tout cela, ça prend des proportions extrêmes, similaires à ce que l'on a vécu peut-être entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg entre 2014 et 2016. Sauf que dans le cas des Mercedes, l'enjeu c'était l'ego, mais c'était surtout le titre de champion du monde. Là, c'est la P6 des constructeurs en 2023 et la P7, voire plus loin cette année. Alors le crash de Melbourne et de la Hongrie en 2023, où il y a toujours une sorte de circonstance extérieure qui amène l'incident, ne sont pas des déclencheurs, mais plutôt des accélérateurs de la friction déjà existante entre les deux. Incident de course pour ces deux cas, mais bon, à la fin, on voit toujours deux Alpines qui finissent au tas, et rien que ça, c'est relou, c'est pas joli. Autre accélérateur, le podium d'Ocon à Monaco, forcément, ça fait pas plaisir à Gasly. Le podium de Gasly à Zandvoort, forcément, ça fait pas plaisir à Ocon. Et dans les deux cas, on pourra dire que d'un côté du garage comme de l'autre, on aurait pu mieux faire, mieux exécuter la séance ou le Grand Prix. Et ça a créé des tensions. Sauf que les deux réagissent différemment face à l'autre, que ce soit en interview ou sur la piste. Ocon est très agressif en piste, mais on va en reparler. Et Pierre est plus politique en général, souvent prêt à se défendre et à donner son point de vue, comme plein d'autres pilotes d'ailleurs, que ce soit à la radio ou en interview. Sauf que voilà, ce qui devait finir par arriver, arriva. L'attaque de trop, et pour une fois, il n'y a pas de circonstances extérieures pour se dédouaner de l'action. On en a déjà parlé à Monaco, mais Esteban n'a pas respecté une consigne d'équipe claire, le contact n'a pas été évité, et c'est le dernier coup qui vient accélérer la fin de la relation entre
Ocon, Alpine et Gasly. Sauf que la narration n'est pas spécialement en faveur d'Esteban Ocon, puisqu'aujourd'hui, même si on lit que c'est d'un commun accord, on fait facilement un raccourci pour dire que c'est plutôt Alpine qui a mis fin aux négociations. Je pense que Esteban Ocon voulait partir et je vous le répète depuis le début de l'année, si c'est pas même l'année dernière, les tempos de carrière de l'un et de l'autre font qu'il est nécessaire pour Esteban de partir. Que ça se passe bien ou mal d'ailleurs. S'il a un move à faire dans sa carrière, c'est maintenant. Donc non, la séparation entre Ocon et Alpine n'est pas due seulement à Monaco. En revanche, ça a été sûrement un accélérateur sur une accumulation qui a mené à une décision qui aurait pu être prise bien plus tard dans la saison. Et il transporte avec lui aujourd'hui cette image de pilote qui ne joue pas l'équipe, qui pourrait lui desservir malheureusement. Esteban Ocon a donc cette réputation d'être plus agressif avec ses coéquipiers qu'avec d'autres pilotes en piste. Je suis à moitié d'accord sur ce postulat car ça montre pas tout. Effectivement, c'est visuel. Esteban, quand il doit défendre ou attaquer une position, on voit une agressivité plus prononcée quand c'était peut-être Sergio Pérez chez Force India ou Alonso et Gasly chez Alpine. Bon alors tout commence avec Pérez en 2017 au Canada où Esteban Ocon demande à la radio s'il peut passer Pérez pour aller attaquer Ricciardo. Ce à quoi le Mexicain demandera de les laisser se battre en piste. L'agressivité viendra du Mexicain, avant que Vettel ne s'en mêle et finisse par passer les deux. Comment perdre bêtement une position pour deux voitures. L'histoire continue à Bakou, dans les derniers tours, en lice pour un potentiel podium. Pour les deux voitures, Pérez mettra un coup de roue entre le virage 1 et 2 pour défendre sur Ocon, qui laissera pas assez de place en sortie de virage 2 et mettra les deux voitures hors de contention pour les points. Cette fois-ci, c'est la faute d'Esteban. La Hongrie arrive et Pérez sous-vire au virage 1 au départ pour taper directement dans le ponton d'Esteban Ocon. Et derrière, en fait, il va continuer de le pousser en dehors de la piste allègrement. En Belgique, Pérez se fait prendre en sandwich par Hülkenberg et Ocon en arrivant à 3 de front dans le raidillon. Pas la plus intelligente des idées, mais bon, voilà. Puis plus tard, dans la course, le Mexicain n'hésitera pas une nouvelle fois à serrer Ocon, déjà engagé dans sa manœuvre contre le mur des stands Endurance. Elle avant cassée et crevaison, les deux voitures perdent la course. 2018, Pérez ne voit pas Esteban Ocon sur sa droite au départ à Singapour et le met directement dans le mur après une touchette. Sur l'épisode avec Pérez, j'ai l'impression quand même que les gens ont la mémoire assez courte, car c'est quand même le Mexicain qui voulait pas forcément faire le jeu de l'équipe la plupart du temps. Pourtant, en 2020, avec Daniel Ricciardo, ça s'est très bien passé chez Renault dans l'ensemble. Une consigne d'équipe à Bahreïn pour qu'Esteban laisse passer Ricciardo, exécuté 3 virages plus tard, un contact au départ en Turquie où Daniel se fait prendre en sandwich. Malheureusement, oui, ça envoie le Français en tête à queue, mais bon, ça arrive, c'est la course, et puis bon, la Turquie 2020, c'était chaud quand même. Mais bon, pas de bol. Ah si, il y a eu une bataille au deuxième Grand Prix en 2020 sur plusieurs tours, pas spécialement agressif, et en plus sur une stratégie différente. Dommage de ne pas avoir donné de consigne à ce moment-là. Parce qu'en fait, si on ne donne pas de consigne à Esteban Ocon et ses coéquipiers, pourquoi est-ce que, il resterait derrière, ou pourquoi il laisserait passer ? Je suppose que c'est un petit peu la même chose dans toutes les autres écuries, c'est juste que c'est plus prononcé chez Ocon. Et puis en 2021, avec Alonso, très politique, jouant beaucoup sur la psychologie, il a aidé Esteban Ocon pour sa victoire en Hongrie. Mais Ocon a aussi aidé l'Espagnol au Qatar pour enrayer, comme il le pouvait, la Red Bull de Pérez, même si c'était que sur quelques virages. Le Qatar, c'est pas la Hongrie. Les dépassements, ça se fait suffisamment facilement, surtout vu la différence de performance. Alonso est quand même monté sur le podium, première depuis 2014 à l'époque. Et Esteban Ocon avait affirmé à la presse qu'Alonso était pas fan de développer la voiture, qu'il faisait 2% du boulot, pendant que le Français se crevait à la tâche. Alors, loin de moi de dire que c'est le pilote qui fait tout, mais c'est marrant de dire qu'Ocon ne bosse pas pour l'équipe, quand un double champion du monde ne daigne même pas faire le boulot à l'usine. Alors assez drôle, on se souvient forcément de Jeddah 2022 et la bataille entre les deux Alpines. Ocon défendait assez agressivement, même très agressivement. Alonso poussait car il était plus rapide à ce moment-là. Et je me souviens avoir été absolument fou de rage. Aucune stratégie d'équipe, de la bataille bête et méchante, sans aucun intérêt en début de course, quand il y a encore tout à jouer. C'est marrant, mais ça se passait plutôt bien en 2021, mais pas en 2022. Du coup, ma question c'est, il se passait quoi sur le muret Alpine à ce moment-là ? La même chose que sur le muret Force India en 2017 et 2018, visiblement. Oui, c'était le même team principal, la mollesse incarnée par Otmar Szafnauer. Ça va faire tout drôle là quand Flavio Briatore va franchir la porte du motorhome pour venir aider Bruno Famin à mettre de l'ordre dans tout ça et gérer les deux égos d'Esteban et de Pierre pour le reste de la saison. Ça va pas être la même ambiance. Bon, si on se projette un petit peu, au Japon en 2023, même s'il est moins rapide, il laisse passer Pierre Gasly et Ocon demande si on le relaissera passer si jamais Pierre ne double pas devant.
Foirage total dans les coms des ingés qui avaient dit oui à l'un et pas prévenu l'autre. Et autant vous dire que Gasly va pas être du tout content. Ce qui est complètement normal. Mais Ocon avait joué le jeu de l'équipe. À Las Vegas, Ocon est passé sous un tunnel, entre guillemets, au moment de la consigne de rester derrière Pierre Gasly, mais il l'a quand même dépassé. Alors on peut avoir le bénéfice du doute, mais il faut pas déconner non plus, hein, à un moment donné. Le résultat de la course lui donnera raison, mais c'est un refus d'obtempérer. D'ailleurs, la consigne de ne pas dépasser Pierre arrive quand il a déjà pris la décision d'attaquer. Il fallait un peu se bouger le cul avant sur le muret des stands. Donc bon, ok, bénéfice, admettons, même s'il n'a pas respecté. Et donc Monaco, consigne, mais non. Pas respecté, terminé, au revoir. On a donc une vision plus extrême sur Esteban Ocon que la réalité, car il a commencé à donner malgré lui cette impression avec Alonso début 2022, puis ça s'est cristallisé en piste avec Gasly depuis, mais dans les faits, Esteban Ocon est capable de faire le jeu de l'équipe et même très bien le faire. Sauf qu'avec Gasly, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de cette aventure alpine. L'ego, à un moment donné, prend le dessus, il en a juste marre. Est-ce qu'on peut le comprendre? Oui, je pense. Alors moi, je vois plus la frustration grandissante d'un pilote qui ne voit aucune amélioration sur les 5 ans où il a été présent, voire une régression, d'un management changeant beaucoup trop souvent, pas assez ferme et qui donne pas du tout la bonne direction. Et enfin, cerise sur le gâteau, le coéquipier qu'il aurait préféré éviter de toute sa carrière. Alors quand l'adrénaline s'en mêle, forcément ça explose. Mais c'est aussi à Esteban de savoir gérer ça et d'être plus intelligent que le reste. Pourtant, Ocon mène un 6-2 en qualif et en course cette année face à Gasly. C'est pour le moment le meilleur des deux, mais est-ce que ça va suffire pour que Esteban se trouve une nouvelle écurie ? Bon, on va pas y aller par 4 chemins, il a 5 possibilités. Mercedes, Sauber, futur Audi, Williams, Haas ou alors la maison. Dans tous les cas, sauf pour Haas, il est dépendant des choix que les autres pilotes font sur le marché, il n'a donc pas son avenir entre les mains. Bon alors premièrement, Mercedes, il est toujours géré par le giron Mercedes, le maître avec Russell ferait sur le papier une très belle paire de pilotes, le temps que Kimi Antonelli fasse ses armes chez Williams, comme Russell l'avait fait avant lui d'ailleurs. Mais vu comment l'équipe s'emballe sur les retours des tests F1 de l'Italien, ça sent pas méga bon pour le baquet Mercedes pour Ocon. Et malheureusement, vu le récent comportement d'Esteban, Mercedes ne cherche peut-être pas les problèmes en interne. Ils ont suffisamment à gérer avec la voiture de 2024 et les moteurs 2026. Il reste un second choix, surtout que Sainz cherche à plus long terme, donc priorité pour l'instant Antonelli. Alors j'ajoute juste que 2025 marque aussi une saison un peu de transition, ce qui est aussi un très bon prétexte pour qu'un Kimi Antonelli se fasse la main en vue de 2026 par exemple. Sauber, futur Audi, c'est du pareil au même que Mercedes. Il est le second choix derrière Carlos Sainz cette fois-ci, qu'ils essayent de signer tant bien que mal. Ça serait intéressant pour lui, mais est-ce que ça l'est vraiment pour Audi? Temporairement, oui. Long terme, probablement, malheureusement pas, j'allais dire. Il va manquer d'un pilote qui a un calibre un peu supérieur à Esteban Ocon aujourd'hui. Et puis, est-ce que chez Mercedes, on est prêt à prêter Esteban chez les concurrents allemands directs? Pas certain. Williams, ça ferait une super paire de pilotes avec Albon sur le papier. Les deux sont très rapides. James Valls connaît les qualités d'Esteban Ocon puisqu'ils avaient collaboré ensemble chez Mercedes en 2019 par exemple. Si Albon a re-signé chez Williams, c'est parce qu'il a été convaincu du moteur Mercedes de 2026. Valves serait très certainement capable de gérer les deux parfaitement, ou du moins de faire entrer Esteban Ocon dans une autre dynamique 1000 fois plus saine dont il a besoin. Mais tout ça, c'est si Sainz ne se lance pas dans le projet titanesque qu'est Williams, dont on a des rumeurs encore aujourd'hui. Et quatrièmement, Haas, ça leur fait un pilote rapide pour épauler Oli Berman. Ocon serait la meilleure option réaliste pour eux sur le marché. S'il va chez Haas, c'est pour un plan un petit peu en deux temps, comme Nico Hülkenberg, en attendant mieux, si vous préférez. Sauf que depuis 2016, il n'y a que Hülkenberg qui a réussi à signer ailleurs en étant titulaire, en étant chez Haas, tu vois. Donc reculer pour mieux sauter, oui, mais attention à ne pas tomber dans le ravin derrière et partir de la Formule 1. Alors est-ce que Esteban Ocon, vainqueur de Grand Prix, ayant fait un podium l'année dernière par exemple, ayant une vitesse et un talent pour le pilotage qui est indéniable, pourrait se retrouver sans volant alors qu'il bat aujourd'hui pour le moment son coéquipier? C'est une possibilité, mais elle me paraît quand même peu vraisemblable pour le moment. Je dis bien pour le moment. La Formule 1, ça se joue évidemment en piste, mais la notion d'image est tout aussi importante et il n'est jamais facile de naviguer à travers l'opinion publique et la faire adhérer à votre narration est tout aussi difficile. Maintenant, il faut attendre et voir. Les meilleurs atouts d'Esteban, c'est de ne laisser aucun doute sur le fait qu'il est le meilleur chez Alpine. Faire le jeu de l'équipe est aussi un point qui pourra peser sur le marché des transferts. Donc, au boulot.